L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 29, Michel Ras, la mémoire vive du basket français, deuxième partie. Alors, dis-moi si je me trompe, mais ça dure jusqu'en 1978, je crois, année à partir de laquelle tu rejoins un UFR STAPS, celui de Caen. Ça dure jusqu'au mois de novembre, 78, où l'UFR STAPS de Caen, qui avait besoin d'un spécialiste basket, il savait que je souhaitais continuer à œuvrer dans l'enseignement et la formation des enseignants, m'a demandé de venir les rejoindre. Alors nous sommes allés, nous avons été mutés, mon épouse dans un établissement près dans la banlieue de Caen, et moi à l'UFR STAPS. À l'époque, c'était ce qu'on appelle les UFR STAPS. Et pendant 4 ans, je vais être à l'UFR STAPS de Caen, où j'enseigne le basket, ce qu'on appelait la méthodologie, en fait la pédagogie. Et puis, je m'occupe bien sûr, de l'association sportive. Et puis là, j'ai des élèves dont certaines sont devenus aujourd'hui des cadres du basket national pour le 3-3. Je pense à Richard Billan, qui était vraiment celui qui a implanté le basket 3-3 en France, et que j'ai eu comme élève à l'UFR STAPS de Caen. C'est les filiations, hein. Et là, je m'occupe un petit peu de basket en liaison avec le monde civil. Je connaissais depuis longtemps Ménini, qui m'avait arbitré quand j'étais au PUC, et qui était devenu un arbitre de haut niveau et président de la fédération. En même temps, j'ai Pierre Daho, qui est directeur technique national et que j'ai eu comme joueur quand j'étais entraîneur de l'équipe de France universitaire, et qui me dit « il faut que tu reviennes avec nous », parce que il y a eu un épisode avec Joël Jaunet où on a été en conflit, et j'ai pas pu travailler avec lui. Et du coup, il me rappelle à la fédération, et me voilà revenu à la fédération en 60. Donc je suis en 78 et 78-82. Après, me voilà, mais un petit peu avant, en charge d'une équipe cadet en 81-82, et puis intégré à la fédération comme entraîneur national, en charge de l'équipe cadet, et la mise en place ici d'une section sportive. Ça s'apparente à une section sportive avec des garçons pour la formation des élites sportives de demain, et faire en sorte qu'on ait de meilleurs résultats au plan de nos équipes de jeunes dans les compétitions à l'époque européennes. Parce qu'à cette époque-là, du point de vue de l'Europe et des jeunes, il y avait une année les cadets, une année les juniors. Et donc moi, en 81-82, Gérard Bost, qui avait mis en place ici l'opération Horizon 80, avait commencé
ici dans cet établissement devenu INSEP en 75, il faisait venir des sportifs des équipes de France, des jeunes, qui l'entraînaient et il faisait venir un week-end long. On appelait ça Horizon 80 pour le basketball. Les filles, elles étaient implantées depuis plus longtemps. Depuis les années 80, fonctionnait à l'INS, dans le cadre du sport de haut niveau, une formation de profs d'éducation physique. C'est ainsi que Françoise Amiot, qui était basketteuse de haut niveau et qui était avec l'équipe de France, et une partie de l'équipe de France féminine était regroupée ici pour des formations dans la perspective de ce qui existe aujourd'hui. Et chez les garçons, il y a eu Jacques Monclar qui était ici, qui a passé son professorat d'éducation physique dans les années 80. Et les filles étaient là et les premières formations aussi de jeunes filles qui étaient là, qui sont devenues des joueuses de haut niveau, qui ont alimenté à l'époque les clubs parisiens. Voilà, ça c'est... Et alors là, je suis revenu ici, et puis là, c'est mon parcours toujours à l'INS, où je continue à être responsable de la partie basket uniquement, et puis après je deviens responsable ce qu'on appelle aujourd'hui le pôle, qui est garçons et filles, et en même temps, travaillant avec la direction technique nationale, on met en place au niveau national avec une équipe où il y a Gérard Bosque qui avait initié Horizon 80, Bernard Gros-Georges qui était professeur dans cet établissement, et puis la direction technique à la tête de laquelle il y avait beaucoup de professeurs d'éducation physique, une majorité d'enseignants d'éducation physique. On met en place, avec les autorités de la fédération, on met en place des structures, les premières structures régionales, la structure INSEP étant une de ces structures. On commence, et ces structures, elles sont dans le prolongement des sections sportives qui se mettent en place, qui se sont mises en place avec l'éducation nationale dans les collèges à l'époque. Et l'effort est porté sur les 14, 15, 16 ans. Ce qui est... Voilà. Ça a été Et là, on commence à mettre en place un championnat de France. Et dans les années 80, la mise en place des structures régionales. Pierre Daot, au niveau institutionnel, demande qu'il y ait une augmentation du prix des licences. Et moi, je me trouve à gérer la formation des jeunes au niveau national. Voilà. Avec des sommes allouées à des structures régionales qu'on appelait les CERN, C-E-H-R-N, et les CREN qui sont devenus les CERN, et qui étaient un prolongement finalement, mais plus lié au basket fédéral, et qui étaient des structures implantées dans des établissements scolaires ou dans des CREPS. Voilà. Alors, je prends un exemple concret. Pour l'Île-de-France, il y avait une structure régionale qui était implantée au lycée de Fontainebleau. Après, elle a été, pour les garçons, au CREPS. Bon, et puis, selon les régions et les lieux, c'était soit dans des structures privées, mais il y a eu la volonté de regrouper des éléments qu'on avait repérés au travers d'un système de sélection fédérale. On retrouve là ce qu'on a appelé la base de masse de l'élite, et qui sont dans des compétitions, à la fois dans des compétitions avec des championnats de France club pour les 14-15 ans, mais également des compétitions interdépartementales et des compétitions qui sont des compétitions entre les différentes structures. Si bien que ainsi il y a eu un tri
et une relation qui s'est établie pour que entre le scolaire et le monde fédéral, il y ait la volonté de repérer et de préformer des jeunes qui iront vers le haut niveau. C'est véritablement l'interrelation qui s'est établie. À ce titre, je rappelle qu'il y avait eu une grande compétition qui s'est déroulée ici, et à côté, c'est les Jeux de l'avenir avec Nelson Payou, parce que Nelson Payou, il était pour le rassemblement du sport civil, du sport scolaire et du sport. Et les Jeux de 80, si mes souvenirs sont bons, c'est en 1984. Et il y a eu, mais là c'était pour les jeunes de 13 ans, et il y a eu une grande compétition. Mais ça, personne, on n'en parle plus de cela. Et ça a été aussi pour nous, le basketball, mais pour d'autres disciplines, un moyen de repérage et de préformation, parce que la formation, elle se fait par la compétition. C'était une volonté après de dire pour que les joueurs performent, et les joueuses, il faut qu'ils jouent à un niveau de compétition qui soit suffisamment fort pour qu'ils soient confrontés à des niveaux où il y a des exigences. C'est ainsi que ici la structure elle a évolué et qu'on a été amené à créer un club. Alors que jusqu'en 1987-88, il y avait un système qui fonctionnait sur le modèle des sections sport-études. Les gamins repartaient le vendredi dans les clubs. Ils allaient jouer dans les clubs, ils arrivaient souvent le soir, et on leur disait « mais tu t'es pas entraîné de la semaine, et il faut que tu t'entraînes avec tes coéquipiers ». Alors on faisait un entraînement pour le gamin qui avait voyagé. Et puis ils jouaient le dimanche, parce que les matchs étaient le dimanche, et ils repartaient le dimanche soir, ou voire le lundi matin, ils arrivaient là, si bien que c'était incohérent comme système. Et avec la direction technique, il a été décidé en 87-88, c'est là que sont arrivées les générations par cœur, où on a décidé que les jeunes qui étaient sélectionnés l'étaient ici, ils étaient internes, ils mangeaient, ils logeaient, ils faisaient leurs études ici dans le cadre d'un dispositif où ils étaient pleinement ici. Les clubs auxquels ils appartenaient antérieurement, nous les donnaient au club fédéral, qui était une association et qui jouait à un niveau très haut pour les garçons, alors que nous étions des jeunes. Hein. À l'époque, il y avait par promotion une douzaine de garçons et une douzaine de filles. Aujourd'hui, nous sommes à 25 garçons, 25 filles. Eh bien, cette formation et cette conception de la formation, qui d'ailleurs a été reprise dans d'autres pays, elle a permis l'émergence et des progrès importants au niveau des résultats de nos équipes et de l'émergence de joueuses et de joueurs de talent. Hein. Voilà. Alors moi, je me suis retrouvé d'abord par rapport à l'INS, à l'INSEP. J'étais d'abord responsable de ce qu'on appelle aujourd'hui le pôle, pour la question, responsable au sein du pôle de la question basket, et ensuite j'ai été directeur du pôle. Aujourd'hui on appelle directeur du pôle. Voilà. Et puis en même temps, avec la fédération, la formation des cadres, la formation des joueurs, responsable de la formation des joueurs au niveau national et de la formation des cadres avec Gérard Bosque, avec Jean-Pierre de Vincenzi, avec avec Bernard Gros-Georges, avec des entraîneurs comme il y avait à la direction technique à l'époque Pierre Daho. Pierre Daho qui a été aussi, lui, un temps directeur technique national et que j'ai eu comme joueur dans l'équipe universitaire. Parce que
un temps, dans les années 60, j'ai été entraîneur de l'équipe de France universitaire. Et en 64, nous avions été demi-finalistes en Hongrie, une équipe dans laquelle il y avait des joueurs qui étaient des joueurs, en fait, des joueurs de club, hein, comme Jean-Pierre Stalins, comme Jackie Renaud, qui était professeur ensuite d'éducation physique, des joueurs qui étaient des scientifiques, mais aussi des enseignants d'éducation physique, et qui étaient de véritables étudiants, et qui jouaient dans le sport civil. Hein. Et il y avait Pierre Daho, et qui n'était pas dans cette équipe-là, mais dans l'équipe de 64. Nous avons été demi-finalistes, et malheureusement, on est tombé contre les États-Unis. Sinon, on aurait pu... Bon, c'est un aparté. Voilà. Je dis ça parce qu'il y avait dans le monde universitaire des traditions de chant. Et après, on a fait les Jeux universitaires. Moi, j'ai fait ceux de Paris comme joueur. Après, j'ai fait les Jeux universitaires comme joueur, toujours à Porto Alegre, là où on a eu quelques déboires, parce qu'on avait une belle équipe, mais je ne sais plus à quelle place on a terminé, mais on a eu un incident. Il y avait dans l'équipe d'ailleurs Daniel Perrault qui jouait dans cette équipe. Daniel Perrault qui a été joueur du PUC, qui malheureusement est décédé. Et on chantait nos chansons gaillardes. Et puis à la télévision, et puis il y avait quelques Français qui étaient là. C'était un petit aparté, mais il y a des Français qui se sont émus, et on a eu beaucoup de difficultés au moment où il a fallu quitter Porto Alegre, et il a fallu l'intervention du consul pour qu'on puisse partir sans avoir trop de problèmes. Un autre épisode qui me ramène à ma carrière sportive, parce qu'on a joué un petit peu partout dans tous les pays du monde. On est allé en Chine en 66 au moment de la révolution culturelle, et on va jouer à Tianjin, et puis à la dernière minute, Alain Gilles, qui était dans l'équipe, marque le panier de la victoire. Il y avait un arbitre français et un arbitre chinois. Alors l'arbitre français, qui était arbitre valide, et l'arbitre chinois non valable. Et on est resté 2 heures, et heureusement il y avait l'ambassadeur qui était avec nous, mais on est resté 2 heures dans la salle, parce que dehors on nous attendait pour... C'était des épisodes... Bon, il y en a plein d'autres comme ça. Mais ces deux-là, ils sont significatifs de mes déplacements d'abord. Et puis, parmi ces déplacements, il y a eu ceux aux États-Unis où on revenait avec des documents, mais je l'ai déjà dit, et on traduisait. Et avec à l'INSEP, on avait des films, on faisait des bandes bouclées, et on étudiait voilà, ça a aidé à notre formation. Voilà. Bon, alors 99, 99, c'est ma retraite. Mais ayant été versé dans le bain du basket, je ne peux pas m'arrêter là. Donc je continue à la fois comme dirigeant. Je suis impliqué à la Ligue Île-de-France de basketball. Je fais partie du comité directeur, chargé toujours de la formation en charge des ce qu'on appelle les pôles aujourd'hui, les pôles régionaux. Et puis on commence à s'occuper un petit peu de tout ce qui est le patrimoine. Et puis je continue à être dirigeant ici, puisque dans le modèle de formation qui a été mis en place à l'INSEP, le club d'ailleurs à un moment donné s'est appelé Basket INSEP, du temps alors à cette époque
on a un logo. C'est Jean-Pierre de Vincenzi qui était directeur technique national. Et on a un logo qui est un grand ballon de basket. On a INSEP Basket. Voilà, ça a été une période. Et puis après, c'est devenu le centre fédéral du basketball, CFBB. C'est l'histoire associative par rapport aux compétitions. L'étendue de cette compétition et l'ouverture à de plus en plus de monde dès 2004 pour qu'aujourd'hui on fonctionne sur ce modèle-là, avec des jeunes qui sont confiés par les clubs dans notre structure, qui sont prêtés par les clubs. Alors il y a eu une étape où ils ne pouvaient pas muter avant les jeunes n'avaient pas le droit de mutation avant d'entrer dans la structure. Et puis maintenant, avec la libéralisation, aujourd'hui, ces jeunes peuvent muter avant leur entrée au centre fédéral. C'est une ouverture par rapport à un des aspects de ce qu'on va appeler peut-être plus tard la mondialisation et le fait que le basket va devenir un véritable marché et que les jeunes sont des produits et qu'on détecte, qu'on préforme et puis qui vont, nos jeunes là, ils veulent tous aller vers la NBA. Alors, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Michel, tu es membre de la commission patrimoine et président honoraire du musée du basket, entre autres. Pourquoi, selon toi, est-ce si important de sauvegarder cette mémoire du basket français ? Ça m'apparaît extrêmement important parce que le basket est une activité sportive particulière qui repose sur une certaine philosophie du corps, je dirais, et qui est d'origine protestante. C'est un sport qui fait jouer essentiellement les mécanismes d'inhibition, parce qu'on a une cible horizontale et élevée, et on a l'interdiction des contacts. À la base, il y a toute une philosophie, et le basket est né en 1891, de même que le volley. Le volley, c'est des espaces séparés, mais le basket, c'est les espaces interpénétrés, mais où il doit y avoir le respect de l'adversaire par rapport à des sports qui étaient des sports violents à l'époque, comme... c'était le rugby, voilà. Et cet esprit-là, il s'est développé tout au long de l'histoire du basket en France, où les établissements religieux s'en sont emparés. Là où il y avait une église, il y avait aussi un terrain de basket. Et il y a eu la confrontation entre le curé et l'instituteur. Voilà. Et nombre de clubs qui sont aujourd'hui des clubs importants. Un club comme Limoges est un club qui était un patronage. Nanterre, qui est proche de chez nous, là, c'est un club. Alors il y a une question, c'est les clubs catholiques qui s'en sont emparés. Mais il y a cette origine protestante et, disons, l'origine chrétienne, d'un point de vue philosophique, elle est conservée. Et cette philosophie qui est à la base du basket, avec le temps et l'évolution du sport d'une façon générale et la mondialisation, c'est une toute autre histoire qu'on pourrait évoquer. Personnellement, j'ai vécu la période comme joueur de ce qu'on a appelé l'amateurisme marron d'un point de vue historique. C'est-à-dire que les meilleurs clubs français, c'était des clubs qui reposaient sur le patriarcat. Exemple, Asvel, Villeurbanne, qui était un club d'origine, lui aussi, catholique, mais c'était M. de Barros qui finançait. Il y avait des clubs qui étaient chrétiens, mais où derrière, il y avait des entreprises,
comme à Limoges. Il y avait des clubs qui étaient en relation avec des clubs bien sûr scolaires universitaires, comme le PUC, ou comme des clubs comme le SMUC qui jouaient dans le haut niveau. Et on oublie souvent d'en parler. Le sport ouvrier, je pense à des clubs comme Auboué, etc. C'était le sport ouvrier parce que à l'époque du développement industriel, il y avait dans les comités d'entreprise et dans ces cités là où on vit. J'ai visité récemment Michelin là. Michelin avait tout un système où le sport était intégré et il y avait une équipe de basketball, il y avait une équipe de rugby et puis il y avait le sport aussi, ce qui est le sport militaire bien sûr. Le basketball, il avait des antennes. Alors on parle beaucoup du sport fédéral, des liens entre le sport scolaire avec le sport scolaire et la FSCF, mais aujourd'hui par rapport à la diffusion du sport notamment par les médias, on parle essentiellement du sport associatif dans des institutions qui sont les fédérations, dans le cadre du mouvement sportif en liaison avec le mouvement olympique, et puis aujourd'hui l'émergence de ligues et du sport qu'on pourrait appeler des ligues professionnelles, et puis au plan scolaire et universitaire, la récupération par des académies. Il y a des créations d'académies, et plus récemment là, par rapport à la volonté, je dirais, d'hégémonie du basket mondial, le fait que la NBA et la WNBA, ils veulent étendre leur empreinte et sur l'ensemble du basket mondial. D'où coopération, concurrence entre le basket institutionnel des fédérations, et parce que les fédérations, finalement, les grandes fédérations, elles sont obligées de tenir compte du championnat de la NBA. Et on le voit bien avec les joueuses. Là, on l'a vu récemment, le championnat d'Europe. Nos meilleures joueuses, 5 de nos meilleures joueuses n'ont pas joué avec l'équipe de France. Et la même chose avec nos garçons. Parce que ils sont avec l'équipe de Wembanyama, que tout le monde connaît maintenant en France, parce que c'est un produit de diffusion, eh bien, et il n'a pas participé à la compétition européenne parce qu'il fallait qu'il récupère. Et bien, en plus, il a eu un accident de santé. Bon, mais et l'athlète, le joueur ou la joueuse, ils sont des produits d'appel, et c'est des phares pour le développement, et on les veut partout, si bien que, comme au football, eh ben, on voit aujourd'hui les accidents, voilà, et ça peut donner lieu à d'autres choses, comme le dopage et des trucs personnellement, on peut réprouver d'un point de vue éthique. Bon, et il n'en reste pas moins que, d'un point de vue, moi, patrimoine, ce que j'observe quant à l'évolution, l'époque où je vivais, donc c'était l'amateurisme marron. Jusque dans les années, je dirais, commencé à 66. 66, pourquoi ? On voit apparaître les Américains. Parce que les bases américaines étaient là. Nous, on en a bénéficié avec le PUC, parce qu'on est champion de France avec un joueur qui s'appelle Henry Fields, qui était à la base américaine de Châteauroux, et qui était là, et dans d'autres villes, c'était la même chose. Il y avait des Américains qui, dans le cadre de ces structures-là, jouaient dans des clubs français. Et dans le haut niveau, on retrouvait des Américains. Mais Busnel a favorisé la venue de joueurs américains. Ainsi, on avait ce qu'on appelle les tournées de McGregor, dans les années 66-67, qui venait une équipe de 12 professionnels américains qui avaient fait un peu de NBA, et repartaient. Les joueurs étaient dispatchés dans les différents clubs.
voilà, ça a été une période, ça, comme ça le sera un peu plus tard pour les filles dans les années 80, d'une autre manière, mais c'est comme ça. Ça a été la venue d'Américains dans le sport et qui ont contribué aussi à son développement, hein, parce que le PUC en a été le témoin, parce qu'on avait des étudiants américains qui venaient de faire leurs études en France, et au PUC on avait Martin Feinberg qui était un très grand joueur, alors qu'il n'avait pas du tout les standards d'un joueur, il sautait pas, etc. Mais quand il jouait contre Éric Beugnot, contre Jean-Paul Beugnot, il posait bien des problèmes à Beugnot qui n'arrivait pas à s'en dépêtrer. Bon, c'est un aparté. C'était parce que lui, il avait été formé dans un autre modèle de formation technique. Et voilà. Bon, et par rapport à l'émergence du professionnalisme en France, c'est aussi l'arrivée des Américains. On passe du sport associatif, qui est sur le modèle de l'association, le basket étant aussi un sport qui était considéré comme un sport de jeunes filles. Moi, quand je jouais au basket, on me disait « tu joues un sport de gonzesse ». Parce qu'effectivement, on revient à cette idée que c'est un sport qui est réservé pour les filles. Et il s'est développé beaucoup avec après, d'un point de vue institutionnel, avec l'USFSA, et puis Alice Mia, hein, qui a contribué au fait que le basket était un sport féminin, et les basketteuses françaises ont été vice-championnes du monde ou championnes de monde en 1934. Hein. C'est important. Et nos premiers représentants l'ont été aux Jeux Olympiques de 1936. C'est la première fois que la France participe aux Jeux Olympiques avec un joueur qu'on a honoré récemment à l'Académie, dans le cadre du patrimoine dont on parle, là, hein, il s'agit du patrimoine. Dans le cadre du patrimoine, là, nous avons une Académie nationale qui, depuis des années, honore les sportifs, une sorte de Hall of Fame, comme on dit aux États-Unis, où on honore des joueurs, des dirigeants, des personnalités, des pionniers, ceux qui ont marqué. Et on a là, cette semaine, ce week-end, on a honoré vendredi dernier un joueur qui a été ensuite un joueur de l'équipe de France, un des premiers joueurs qui était alsacien, qui était avec l'équipe de France, qui s'appelle Onimus et qui a disputé avec l'équipe de France, alors que l'Alsace était revenue dans le monde de la France. Hein. Voilà. Et la personne qui a récupéré le trophée nous a remis sa licence. Sa licence, où on voit la licence de Onimus aux Jeux Olympiques de 1936. Voilà. Il faudra attendre pour les filles 82 ou 86 pour qu'on voit apparaître les filles. Il y a toujours eu ce décalage, hein, entre garçons et filles. Hein. Voilà, et avec un temps de retard. Et aujourd'hui, ce décalage, on le retrouve également au plus haut niveau entre NBA et WNBA. Et la WNBA est en train de prendre un essor considérable aux États-Unis et aussi en France, parce que c'est mieux diffusé, parce que il y a des enjeux économiques associés à la diffusion, à trouver des sponsors, etc. Et ça prend une ampleur parce que derrière, il y a tout un modèle économique qui peut se mettre en place. Hein. Ça a été un moyen ça a été un élément de diffusion du basket et l'attraction du basket de la NBA est considérable. Les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent davantage les franchises américaines qu'ils ne connaissent les équipes françaises, et d'autant plus les équipes de France de nos générations, et même de générations beaucoup plus proches. Hein, voilà.
Alors, ne parlons pas chez les filles, malgré des bons résultats de nos filles au championnat à Londres, et puis aux Jeux Olympiques, et puis les Jeux Olympiques restants, etc., etc. Alors, par rapport au patrimoine, nous, on s'occupe, de récupérer, préserver et la mémoire du basket au travers d'un musée qui avait été fondé par Gérard Bosc et qui était un musée où on entreposait à Bondy c'était une association différente de la fédération. Et il y avait là un espace sous les tribunes de Bondy où étaient entreposées une multitude de choses, des revues, des photos, des objets en rapport avec le basket, des jeux de basketball, que sais-je encore, tous les appareils de marques différents, etc., des objets concrets. Et en même temps des publications en termes de presse, en matière de documents, voilà. Et puis, cette association, elle est récemment entrée, la fédération a accepté de la prendre en charge, un fonds de dotation a été créé, et il y a eu une intégration de cette association au sein de la fédération, qui a créé dans l'accueil de la fédération au 101 rue des Rentiers, il a été créé une énorme fresque, et puis la présentation d'objets, tous les palmarès, etc., qui est quelque chose de remarquable, et la création d'un musée virtuel. Et puis par rapport au patrimoine, la création d'une commission qui fait partie et qui a un président, et c'est une présidente actuellement qui s'appelle Françoise Amiot, qui a été élève ici à l'INS dans les années 80, qui est professeur d'éducation physique à Nanterre et qui gère tout ce qu'on appelle basket et légende, basketball et légende, et qui est une commission de la fédération. La fédération de basketball est une des fédérations où on a un archiviste à temps complet avec une adjointe. Peu de fédérations ont cela, hein. Et notre archiviste, qui s'appelle Daniel Archambault, est souvent convoqué. On travaille en relation avec le ministère des Armées. On a été cette année, il y avait un des premiers trophées que nous ayons, c'est la première bannière qui a été faite par les dames parce qu'il y a la première structure où il y a eu du basket, c'était à la rue de Trévise, dans l'établissement qui est le dernier établissement connu au monde, celui qui subsiste, où il y a eu les gymnases de la façon qui étaient ceux où Naismith enseignait le basketball. C'était des gymnases très particuliers qui avaient la particularité d'être utilisés l'hiver, avec une coursive, et en bas, il y avait un espace où il y avait des agrès, que dans la tradition de la gymnastique de Amoros et la gymnastique allemande, et où il y avait des piliers, et c'est là qu'a été accroché le premier panier de basket. Et pourquoi à 3,05 m? Parce qu'il y avait une coursive, et tous ces gymnases étaient construits sur le même modèle, si bien que le 3,05 m qui existe encore, ça remonte à 1891. Et la planche, elle est apparue parce que les élèves lui foutaient des coups de pied pour pas que la balle, elle tombe. Et puis il y avait l'échelle, parce que les premiers, c'était
des paniers où on mettait les pêches, la récolte des pêches. Et puis après, il y a eu des filets. Et puis, il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée de couper les filets. Parce que, voilà. Alors, la bannière, la bannière qu'on a justement, c'est une bannière qui date de 94. Et c'est les dames de, je ne sais plus, qui avaient tissé. Et puis, elle a été restaurée par les services de l'armée. Et il y a eu récemment une exposition. On est en relation avec l'armée pour ça aussi, avec la commission patrimoine. Voilà. Alors, la fédération, elle a la volonté de préserver, d'essayer d'entretenir et d'améliorer aussi tout ce qui concerne l'histoire de notre. Et moi, j'y participe un peu à ma façon là, parce que non seulement je suis à la fédération. Avec l'académie et puis la commission patrimoine, mais je m'occupe à la Ligue de France, j'anime une commission régionale où on développe le basket francilien et nous efforçons aussi qu'il y ait dans chaque ligue régionale, qu'il y ait des académies régionales et qu'il y ait un patrimoine régional, voire départemental. Bon, il y a une esquisse de tout ça. Et on voit des clubs aussi qui ont la volonté de développer leur histoire aussi. Et là, bon, il y a un mouvement dans ce sens-là. Et c'est une bonne chose, hein, puisque le basket, il s'est développé évidemment dans le monde des institutions fédérales et de la mondialisation qui commence avec la Fédération internationale en 1932. Mais avant, il y avait le basket était, nous, pour ce qui concerne notre activité, elle était intégrée à l'athlétisme, et c'était, dans le cadre de l'USFSA, une commission. C'était l'athlétisme qui gérait le basketball. Et il y a eu l'épisode d'Alice Milla qui a voulu s'opposer à De Coubertin pour qu'il y ait des Jeux olympiques féminins. C'est comme ça qu'elle a créé une sorte de Jeux olympiques féminins. Et après, elle a été je me souviens plus le terme exactement, mais c'est le lien avec moi, je suis très attentif à ce qui concerne garçons-filles, tout ce qui est développement dans différents secteurs du basket. Je parlais du sport ouvrier. Pour moi aussi, c'est important parce que c'est un des aspects aussi de son développement, hein. On a eu des internationaux qui ont été issus du monde ouvrier et aussi du monde, du monde associatif lié aux catholiques, voilà. Ouais. Bon, alors par rapport par rapport aussi il y a aujourd'hui avec le développement d'une nouvelles techniques de diffusion et de transmission. Voilà, je cherchais le terme. Et il faut souligner le rôle qui a été joué par l'INS devenu INSEP, avec le travail accompli ici, avec Bernard Gros-Georges, et surtout Bernard Gros-Georges et Gérard Bosc, qui ont collaboré à la diffusion du basketball par rapport à la fédération et à la formation des entraîneurs. Et de ce point de vue-là, l'INSEP, l'INS, a mis l'INSEP à l'époque, puisque c'était devenu l'INSEP, a mis à disposition toutes les ressources de
ça s'appelait pas encore l'Iconothèque, mais avec Henri Garnier, hein, et puis l'équipe avec Joël et puis comment il s'appelait ils ont commencé à faire des documents pédagogiques en relation avec l'établissement. Et là, il y a une richesse iconographique extrêmement importante pour la fédération. Et la commission patrimoine travaille en étroite collaboration avec Julien Farreau et Christophe Meunier. Voilà, et on a les liens étroits. Et la volonté a été aussi, par rapport à la diffusion et à la transmission, de produire des documents, à la fois des documents de connaissances, de savoir sur les techniques, avec des documents sur la façon d'appréhender la technique, etc. Des vidéos sur le tir, l'apprentissage de tir, et puis pédagogique, à la fois connaissance technique et diffusion pédagogique dans le cadre des formations d'entraîneurs et la formation des entraîneurs. Et en relation étroite avec les services de l'INSEP. Hein. Ça, c'est à souligner par rapport à cet établissement et au rôle qu'a joué Bernard Gros-Georges et qu'ont joué Gérard Bosc et Bernard Gros-Georges, Bernard Gros-Georges étant professeur dans cet établissement et Gérard Bosc entraîneur national et qui est devenu directeur technique national, et ils se sont retrouvés ici. Gérard Bosc ayant lancé l'opération Horizon 80, comme je l'avais signalé antérieurement. Donc, il y a tout un pan de l'histoire là qui est important par rapport aux relations avec l'INSEP, à la fois pour ce qui concerne les jeunes espoirs pour les équipes de France, et puis en même temps un volet qui est celui de la formation des entraîneurs, avec l'émergence des brevets de l'État, la préparation des stagiaires. On faisait des stages ici pour la préparation des BE2 notamment, et il y avait à l'époque, au niveau de la formation en relation avec l'État, les BE qui permettaient, lié aussi à la professionnalisation, le fait qu'il y avait un statut de l'entraîneur. Pour pouvoir entraîner, il y avait des conditions, il fallait des conditions de diplôme, et comme avait commencé à la fédération, la nécessité qu'on ait des cadres formés. Et donc, là, Pierre Daho avait fait aussi la reconversion d'athlètes et se tenait ici des stages de reconversion de joueurs qui avaient été des internationaux et qui faisaient une formation pour avoir le BE1, la première partie du professorat, auquel moi je participais évidemment en tant qu'associé à la formation des entraîneurs. Et tout ça, c'est une partie, c'est dans l'histoire. C'est pas, cette partie-là, elle ne concerne pas tellement le patrimoine. Hein. On ne l'a pas dans le patrimoine, ce volet-là, cet espace-là. Mais par rapport à l'histoire de l'établissement, c'est un établissement qui a été toujours un établissement support, et je dirais super, dans nos relations pour le développement du basketball, que ce soit en matière des équipes nationales, la formation des cadres. C'est un établissement remarquable avec lequel il y a eu toujours, historiquement depuis 1945, des liens étroits. Merci beaucoup Michel pour cette grande page d'histoire du basket français. Alors je voudrais revenir un petit peu en arrière pour terminer. Tu as vécu la période un peu difficile et conflictuelle de ce qu'on peut appeler la sportivisation de l'éducation physique.
Toi, en tant que sportif de haut niveau, entraîneur et professeur d'éducation physique, comment as-tu vécu cette période-là ? Oui, ça a été une période où, à l'ENSEP, on avait une formation orientée vers une certaine conception du sport, avec un professeur qui était un footballeur et qui avait mis en place ce qu'on appelle une systématique de l'éducation physique dans la tradition de l'école de Crène et Listello et Maurice Baquet qui, en 1945, à l'INS, avait mis en place un début de ce qu'on appelait le sport comme moyen pour réaliser l'éducation physique. Antérieurement, il faut dire qu'il y a eu ce conflit entre le sport et l'éducation physique, et notamment Georges Hébert, la méthode naturelle, qui a écrit un ouvrage d'ailleurs en 34 je crois, le sport contre l'éducation physique, parce que l'éducation physique, c'était une éducation physique basée sur les modèles mécaniques scientifiques ou les modèles énergétiques d'un point de vue scientifique, où le corps était considéré un levier ou comme une machine. Et le corps n'était pas obligatoirement envisagé comme un corps social avec des relations avec les autres, etc., etc. Et le fait d'introduire le sport dans l'éducation physique, on est passé de la gymnastique au concept d'éducation physique. La gymnastique était moi, lorsque j'étais à l'école normale, j'ai vécu la méthode naturelle, j'ai vécu la méthode suédoise et néo-suédoise avec le relâchement, mais qui était basée sur le corps considéré comme une mécanique. Et après, j'ai vécu le corps avec un autre professeur, M. Léon, qui était lui un adepte de la méthode naturelle, mais aussi du sport. Il adorait le rugby. Il nous faisait jouer au rugby et au sport. Et il nous faisait connaître ces activités-là dans le cadre pour devenir instituteur, comme je l'ai dit antérieurement. Donc, moi, j'ai vécu la période j'ai vécu indirectement le sport, la gymnastique militaire. Et avant la guerre de 14, les militaires étaient réticents sur le sport. Et il faut attendre effectivement les Jeux interalliés pour voir commencer à se développer le sport tel qu'on l'entend. Et une anecdote par rapport au basketball, les fantassins français se sont rendus compte en 1917 que les Américains, pour les lancers de grenades, ils étaient bien plus forts que nos propres soldats. Et puis dans les foyers du soldat, il y avait à l'arrière du front, c'est là que le basket... Bon, c'est un aparté, je reviens sur l'histoire. Par rapport à l'éducation physique, moi ensuite, en tant que sportif de haut niveau, à l'ENSEP, j'ai vécu cette période où on a commencé à parler véritablement de sportivisation. Et Robert Méran employait un autre terme, la sportivisation étant considérée comme l'école doit former les futurs champions, alors que lui, il employait le terme de scolarisation des sports pour réaliser l'éducation physique. Et la nuance entre les deux, elle me semble d'importance. Parce que dans l'esprit des gens, quand on parle aujourd'hui du sport à l'école, les gens voient les futurs champions. Or, il n'est nullement question de cela. Il est l'utilisation d'une activité sportive pour en faire un objet d'éducation dans le cadre d'une culture physique.
d'une culture physique qui est à la fois culture du corps, mais aussi culture du corps dans ses relations aux autres, dans ses capacités à créer aussi, hein, quand on fait de la danse, et même dans ses activités comme des activités, ne pas être des robots, mais des créateurs. Donc il y a là toute une nuance, et le débat sur sport contre l'éducation physique, c'est quelque chose qui a continuellement opposé depuis la naissance du sport, à la fin des années 80, à la fin du 19e et début du 20e, ça a été une question majeure, à la fois parce que dans les années avant la Première Guerre mondiale, il n'était pas question de sport, hein. C'était la gymnastique, et dans les écoles normales, on formait des fantassins. Il y avait les bataillons scolaires, hein. On apprenait aux gamins à être des combattants, voilà. Et cette gymnastique, elle était essentiellement une gymnastique, et puis qui était dans la tradition comme on l'a dit, de Amoros. Et puis, il y avait la naissance du courant hygiéniste avec Ling et le courant hygiéniste. Et là aussi, avec une diversification aussi après, sur une gymnastique au Krebs de Dinard, on avait une gymnastique qui était une gymnastique encore, on parlait de gymnastique dans les années, à la fin des années 50. Et puis après, le terme a évolué en gymnastique. C'est devenu épée, éducation physique, et après, éducation physique sportive, avec l'introduction du sport. Et aujourd'hui, on parle des APSA, qui sont les supports à l'éducation physique, avec l'intégration des activités artistiques comme support pour réaliser l'éducation physique, sportive et artistique, avec l'apparition de nouvelles activités. Il y a le sport, mais il y a d'autres nouvelles disciplines qui apparaissent. On voit des activités comme l'escalade qui se développent d'une façon considérable dans les établissements, hein, aujourd'hui. Des activités comme l'école du cirque et les activités orientées qui sont des activités où il y a une mise en jeu du corps, mais dans des espaces et dans des conditions d'environnement différents, liées à toute une ouverture différente, voilà. Et ce conflit, il a marqué considérablement et continue de marquer, parce que la gymnastique et les conflits qui apparaissent aujourd'hui entre, par exemple, il y a eu avec la nouvelle ENSEP qui était implantée ici à l'INS, à l'INSEP, parce qu'en 1975, il y a eu la nouvelle ENSEP, et il y a eu des promotions qui se sont succédées ici, avec une année complémentaire pour des gens, je crois que c'était 2 ans, et qui pouvaient faire une formation supérieure. Et parmi les enseignants, il y avait des gens comme Parlebas, et qui étaient les professeurs, et qui étaient pour une éducation physique qui était contre le sport. Ils préféraient les petits jeux à l'utilisation d'un sport. Et à l'opposé, vous aviez eu du temps de Frézeau qui disait on peut réaliser l'éducation physique en s'appuyant exclusivement sur le basketball. Alors on a, avec des conflits liés aux générations, mais des conflits aussi liés qu'est-ce que c'est que l'éducation physique, hein? Voilà, qu'est-ce qu'on entend par éducation physique? Alors moi je résume ça je dirais que au sein de l'école, comme au sein des clubs,
il devrait y avoir une véritable culture sportive, qui est une éducation à la connaissance, bien sûr, de son corps, mais un corps qui est un corps qui peut être engagé dans la compétition pour aller vers le plus haut niveau, mais un corps dans lequel la compétition, elle peut servir à tous les niveaux, qu'on soit en cours d'éducation physique et où on saute 1,50 m, et puis l'objectif c'est la compétition pour soi-même, dire je vais essayer de sauter 1,60 m, c'est une compétition intérieure, et c'est pas une compétition avec les autres, mais qui sert à l'amélioration de ses capacités, et on entre dans une éducation à une culture du corps qui est propre, une culture aussi citoyenne dans le cadre des rapports aux autres, qui est sociale, je dirais, dans l'apprentissage des relations aux autres, mais même dans des sports individuels où on apprend à parer son copain quand il fait de la gymnastique, où on coopère dans le cadre si on fait et là on est véritablement dans une discipline qui est une discipline d'éducation et pas une discipline qui conduit, qui peut conduire, où dans l'opinion on voit une ouverture. Les gens, ils font du sport à l'école avec cette connotation sport égale compétition, égale performance, égale former et ça c'est aussi un aspect qui a certainement joué sur le conflit qui a opposé les tenants de l'éducation physique à certaines périodes et le mouvement sportif. Alors aujourd'hui dans les fédérations, il y a la volonté d'ouverture. Alors on voit apparaître par exemple à la fédération sportive une diversification. Il y a bien sûr le pôle performance, mais il y a aussi un pôle santé où on forme des moniteurs. Il y a un pôle d'animation où on fait des animateurs dans le cadre des brevets d'État, les BP, les BPGEPS et qui permettent à des jeunes d'avoir un emploi. Le sport étant bien sûr un réservoir d'emploi, mais il faut que dans ces formations, il y ait aussi un peu ce qui se passe par rapport à des professeurs d'éducation physique dans les établissements scolaires. C'est-à-dire, il ne s'agit pas pour ces jeunes-là d'en faire des futurs qui fassent de la performance dans le sens des champions, mais de faire une véritable éducation citoyenne dans le cadre d'une culture du corps. Merci beaucoup Michel pour ce témoignage et d'avoir répondu positivement à l'invitation. Eh bien moi je vous remercie, j'étais très content de pouvoir partager ce moment avec vous.